Vladimir nous en faire parvenir certaines. Et puis c'est le général Gomard qui va conclure dans un instant cette disputatio entre Avril et Alexandre Delval. On a parlé d'un décret de reconquête de la Crimée par l'État ukrainien en février 2021. Est-ce le cas? Alors, Alexandre Delval, peut-être. Je ne sais pas si c'est le mot décret, ça j'avoue, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, moi, quand j'ai écrit mon livre, justement, à cette époque, nos informations, y compris d'ailleurs d'un de mes amis russes très pro-ukrainien, parce que c'est un russe de Russie, pro-ukrainien, qui a analysé beaucoup, pas mal de documents, y compris d'intelligence. Apparemment, effectivement, et c'est tout à fait légitime, les Ukrainiens voulaient retrouver leur territoire occupé par un ennemi, un étranger. C'est légitime. Mais il est certain que ceci, du point de vue russe, qui certes est illégitime, n'était pas envisageable ou acceptable. Et ça a tardé parce que Poutine, en fait, se disputait avec beaucoup, il n'était pas d'accord avec un certain nombre de durs. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est celui parmi les durs qui a voulu le plus retarder cette opération. Il y avait un plan de déclaration de guerre, d'opération spéciale à l'Ukraine depuis très longtemps, mais il a essayé de retarder. Et quand ce décret, qui date effectivement de février-mars 2021, est devenu une quasi-réalité, parce qu'apparemment, selon les Russes, c'était imminent en février 22, et bien là, il a actionné un plan qu'il a retardé au maximum, mais que des gens comme Zolotov, Patrutchev, ou même Shoigu voulaient actionner plus tôt. Donc ça ne justifie rien et ça ne rend pas pour autant Poutine sympathique. Mais ça montre que c'est un homme qui prend des décisions assez lentes, et d'ailleurs c'est le reproche que lui font les durs en ce moment, j'arrête là-dessus. Les durs lui font le reproche de ne pas avoir frappé l'Ukraine quand elle n'était pas encore très armée et très bien entraînée et très bien équipée, pas que par les Américains mais aussi par les Turcs. Et du point de vue des durs russes, effectivement, c'est un reproche tout à fait logique, parce que Poutine, encore une fois, c'est pas le plus dur aussi. D'ailleurs, j'espère qu'on n'apprendra pas à le défendre bientôt, c'est pas le plus dur. Que faudrait-il pour que Vladimir Poutine arrête définitivement ou même fasse la paix avec l'Europe? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il fasse la paix avec l'Union européenne? Bon, ça implique qu'il nous fait la guerre et qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous fasse la paix. Bon. Donc, si l'Europe, c'est l'Union européenne, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait faire, parce que c'est vécu comme une provocation, y compris l'adhésion à l'Union européenne sans l'OTAN. Ce qui est le cas pour la Géorgie et la Moldavie, qui veulent entrer. Donc même ça, c'est trop. Puisque c'est vu au Kremlin comme un antichambre, à l'adhésion à l'OTAN. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais il y a des pays qui ne sont pas dans l'OTAN. Mais aux surprises, les pays qui n'étaient pas dans l'OTAN veulent y entrer, et particulièrement la Finlande et la Suède. Et ça, c'est assez drôle. J'entends parfois « Ah, on voudrait finlandiser l'Ukraine ». Je dis « Ah, ça, c'était un sacré succès, hein, pour regarder la Finlande qui veut maintenant entrer dans l'OTAN en même temps que la Suède. Ils vont faire une demande conjointe et simultanée. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir la paix à l'Europe? Je crois qu'il devrait garantir les frontières et se retirer de la Transnistrie. Hein. Ça, c'est vraiment le minimum. La Transnistrie, c'est une aberration et selon un diplomate m'a dit il n'y a pas longtemps, c'était le premier péché des Européens. On aurait pu faire partir les garnisons russes dans la Transnistrie et on aurait arrêté la spirale. Mais voilà, c'était une faiblesse de laisser toutes ces troupes russes le long de la Moldavie, en se disant ça s'en ira, ça va fondre. Et non, c'est devenu juste le précurseur. Très rapidement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de la question. L'Union européenne n'a pas été attaquée par la Russie n'a pas attaqué l'Union européenne, et la Russie et l'Union européenne ne sont pas ennemis.
Donc la question était posée comme si nous étions ennemis. Ça, c'est justement ce qu'on veut nous faire croire. Et en stratégie, on apprend un truc très basique. L'ennemi, c'est celui qui vient agresser votre territoire, votre population, vos institutions et vos valeurs. Et aucune de ces trois caractéristiques, du point de vue de l'Union européenne, sont agressées en ce moment par la Russie, qui n'a pas agressé la Pologne, qui n'a pas agressé la France, qui n'a pas agressé l'Angleterre. Par contre, il y a un énorme antagonisme, oui, mais il n'y a pas une situation de guerre. Et un ennemi, c'est quelque chose de précis. L'ennemi, ce n'est pas celui qui fait du mal quelque part dans le monde, que ce soit à 2500 km ou au Congo, les pauvres qui se sentent un peu lésés, parce que quand il y a 10 millions de morts sur quelques années, ça n'intéresse personne. Non, l'ennemi, c'est quelque chose de très précis, très concret. Je répète, j'arrête là-dessus. Un ennemi, ce n'est pas celui qui fait quelque chose d'horrible, qui envahit son voisin. D'un point de vue d'un État, l'ennemi, c'est celui qui atteint à votre sécurité directe à vous. Donc l'Ukraine est l'ennemi de la Russie est l'ennemi de l'Ukraine, mais pas l'Union européenne. Et Macron, heureusement qu'il est là, de ce point de vue, alors qu'il va en vouloir d'être macroniste, je ne suis pas du tout macroniste, mais quand il a répété et qu'il a cadré le maire en disant « Attendez, nous, on n'est pas en guerre avec la Russie », il a rappelé quand même quelque chose d'évident. Il faut peut-être qu'on arrête le délire. L'Ukraine est martyr, on peut même armer, pourquoi pas les Ukrainiens, mais on n'a pas à avoir une rhétorique de guerre totale comme si nous étions en guerre. Regardez les Turcs, ils arment les Ukrainiens, mais ils n'ont pas du tout la même rhétorique de diabolisation, de sanctions massives, de blocage total, de rupture du dialogue. Au contraire, ils nous donnent une leçon de diplomatie, ils dialoguent tout en envoyant des armes aux Ukrainiens. Donc on peut même aider les Ukrainiens sans se définir comme ennemis, un peu comme de mafieux, vous savez, dans les films. Bon, j'ai buté ton bras droit, mais c'était pas perso, hein, c'est business. On peut faire comme les Turcs qui disent ça en ce moment en russe. On arme les Ukrainiens, mais c'est business, hein, c'est pas, on reste copains. On vous aide à contourner les sanctions, on fait des dialogues. Donc, à mon avis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie donne des leçons d'intelligence stratégique et de diplomatie aux Européens qui ne sont plus capables d'être des diplomates, parce qu'ils confondent morale et stratégie. Ce qui est extrêmement grave, et en première année de géopolitique, on est recalé si on confond morale et stratégie géopolitique. Allez, dernière question qui résume peut-être aussi ce que vous avez pas mal évoqué. Cette guerre n'a-t-elle pas démontré que l'Union européenne demeure un glacis géostratégique américain? S'agit-il d'une guerre américaine? Harold Iman. C'est une guerre russo-ukrainienne et les Américains sont un deuxième rideau. Mais c'est intéressant de noter que Lavrov, par exemple, il aime bien dire « nous ne sommes plus en guerre avec l'Ukraine », vous l'aurez remarqué, c'est l'OTAN qui nous fait la guerre en Ukraine. Bon, c'est un peu facile. Hein. Oui, il y a un glacis euro-américain de défense, ça c'est sûr. Mais économiquement, il n'y avait pas vraiment ce glacis. Les sanctions, oui, ça a commencé. Magnitsky et ces affaires-là qui ont commencé à sanctionner les Russes. Là, on pourrait parler des heures du bien fondé des sanctions, et les États-Unis s'y sont mis comme des fous. Mais sinon, le commerce marchait très bien avec la Russie et ce n'était pas vu comme un grand problème, et je ne pense pas que l'industrie gazière américaine a fait un lobby incroyable pour que les États-Unis poussent les Ukrainiens à la guerre pour pouvoir vendre le gaz naturel liquéfié qui se vendait tout à fait bien aux États-Unis. Enfin, c'est très cher, hein, le lobby pour faire ça, parce que toutes les armes qu'on a données, c'est beaucoup plus que ce que va rapporter le peu de gaz que les Américains vont pouvoir déporter sur l'Europe. Donc non, moi je ne vois pas que c'est une guerre américaine là-bas. Dernière question, parce que ça n'a pas du tout été abordé ou de manière très succincte. Est-ce que cette guerre va favoriser le rapprochement entre la Russie et la Chine? Et pourquoi les pays du Proche-Orient et beaucoup de pays dans le monde sont plutôt pro-russes? Alors, Alexandre Neval. Quand on parle à des Africains, c'est pratiquement toute l'Afrique qui est soit pro-russe, soit qui n'est pas anti-russe. D'ailleurs, même l'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus occidentalisés, la première chose qu'a fait son dirigeant le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, ça a été de demander à Poutine pourquoi vous avez fait ça, surtout pas se brouiller avec vous, pas vous vexer, on voulait avoir votre narratif à vous pour ne pas juger uniquement du point
point de vue américain, il est resté très poli. Bolsonaro fait pareil. L'Inde de Modi est resté extrêmement poli vis-à-vis des Russes et se contrefiche des sanctions et de l'Ukraine. La Chine, bien entendu, n'en parlons pas. Les Émirats accueillent tous les oligarques en ce moment, tous, mais c'est pratiquement tous là. D'ailleurs, depuis 2016-2017, ils en sont transférés dans les Émirats. Donc, il y a pas mal de gens qui savaient ce qui allait se passer. Les Russes étaient préparés aux sanctions, pas toutes, mais étaient préparés. L'Amérique latine est très partagée, l'Argentine est très très neutre, plutôt même un peu philo-russe. Il y a 80% de l'humanité qui n'est pas anti-russe et qui se contrefiche des sanctions et qui trouve ces sanctions stupides. Et en Afrique, ce qui est très rigolo, quand on parlait avec des Africains de plusieurs pays africains, eux ils sont jeunes. Ah mais tout ce qu'on a fait pour sanctionner les Russes en Ukraine, on n'a jamais fait le quart du dixième, dès lors que c'est des Noirs et que c'est en Afrique, c'est beaucoup moins important. Et voilà ce que pensent beaucoup de gens du monde multipolaire. Finalement, quand c'est des Blancs, en plus, qui sont utilisés comme un état bélier pour réduire la puissance russe en mer Noire, alors là, les morts vont être un prix énorme. Mais quand c'est 10 millions de morts au Congo sur 20 ans, ou 1,5 million au Soudan sur 15 ans, ou 1 million au Rwanda, etc., on en parle une fois que les cadavres sont enterrés, et une petite commission, on traduit un général français, j'ai connu d'ailleurs à la tribunal, etc. Et voilà, ça finit comme ça. Et le Yémen, n'en parlons pas, et toutes les guerres américaines impérialistes et qui ont violé le droit international et qui ont fait beaucoup de morts, là aussi ça passe mettre à la poste. Donc voilà ce que pense le monde. Certes, ça justifie le narratif russe, et il ne faut pas tomber dans le piège de justifier les appétits irrédentistes, prédateurs de Poutine, mais voilà ce que pense le monde. Le monde dit, c'était les Européens, en fait, ça les intéresse que quand c'est des gens de leur continent, et en plus quand ça plaît à l'oncle Sam, qui en fait dicte pratiquement tout ce qui se passe en Europe et qui dicte le bien et le mal à l'échelle planétaire avec ses sanctions, son moralisme, son soft power. Donc voilà, 80% de l'humanité est choquée par le fait qu'on donne autant d'importance à l'Ukraine. Juste pour terminer, la Suisse est restée neutre pendant 39-40 et elle a rompu historiquement avec la neutralité. Vous savez pourquoi? Pas parce que les Suisses sont emballés par l'Ukraine, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des lois extraterritoriales américaines et ils savent que l'étape suivante, c'est ce qui s'est passé avec l'UBS il y a des années, quand les Américains ont obligé la Suisse à renoncer au secret bancaire. En fait, ces lois extraterritoriales expliquent une partie de ceux qui ont rompu avec la neutralité. Mais regardez ce qui se passe avec la Slovaquie, avec l'Autriche, avec la Hongrie. Il y a aussi quand même un certain nombre de pays occidentaux, d'ailleurs, qui eux-mêmes ne sont pas d'accord. Donc, c'est assez fragile. Et enfin, ce qui est certain, jusqu'à aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas une sanction totale, tant qu'on n'a pas totalement empêché la vente de gaz et de pétrole russe, les sanctions, pour l'instant, je vais vous étonner, ça a été calculé, ont financé la guerre en Russie. Je m'explique. Et ça, c'est fantastique pour les Russes. Ils ont moins de pétrole et de gaz à vendre pour plus de rentrées. Ça, c'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, alors certes, ils vont avoir beaucoup de conséquences peut-être dans plusieurs mois, mais pour l'instant, ils ont, grâce à la montée des prix du pétrole et du gaz, ils en vendent moins. Donc, c'est comme un commerçant, il a moins de produits dont il se débarrasse, mais il a plus de chiffre d'affaires. Pour l'instant, les sanctions, paradoxalement, relançaient la dédollarisation qui traînait, les BRICS voulaient le faire depuis 2010. Ça n'avait jamais débouché sur grand-chose. Là, il y a une accélération de l'histoire. Donc, même d'un point de vue américain, si j'étais un stratège américain, je disais, mais vous êtes fous. À court terme, vous gagnez parce que vous vous gavez sur les ventes d'armes. Ça, c'est des vrais gagnants, je suis d'accord, c'est pas que le gaz de schiste, c'est surtout les ventes d'armes. Mais à long terme, vous préparez la multipolarisation du monde et vous liguez tous les pays qui ne sont pas très démocratiques ou pas très occidentaux ou qui n'aiment pas nos valeurs, vous les liguez tous contre l'Occident qui en fait va être réduit, comme disait Samuel Huntington, au club de Davos, c'est-à-dire 12% de l'humanité. Réponse, Rodman, sur ce point. La question était celle qui avait été posée dans le public sur le rapprochement Chine-Russie, qui n'a pas fait l'objet de réponse d'Alexandre Delval, mais sur le fait qu'une bonne partie de l'humanité était soit pro-russe, soit extrêmement recto-tono à l'égard de... D'accord, je me méfie toujours de l'opinion publique chinoise, parce que le jour où elle sera consultée. Mais bon, si on enlève les Chinois, oui, il y a un paquet de pays qui ne suivent pas, et c'est vrai qu'il y a ce phénomène. Mais pour la Chine,
Je crois que le cadeau est simplement incommensurable. Parce que les troupes russes, en partie, viennent de l'Extrême-Orient, qui maintenant est dénudé. Déjà que ce qu'avaient les Russes de déployer autour de Vladivostok et tout ça, ça ne pouvait pas arrêter une attaque chinoise, hypothétique. Mais maintenant, il y en a encore moins. Il y en a encore moins. Maintenant, le fait que la Russie dépend de l'appui moral, c'est-à-dire diplomatique, international, chinois, et du passage libre du gaz et de tous les produits, ça l'a réduit complètement au rang d'obligé absolu. Et on a vite fait le parallèle dans le monde entier. Si l'Ukraine tombe aux mains de l'armée russe, Taïwan sera attaqué. Donc ça, c'est un autre petit cadeau. Bon, on pourrait rentrer dans les heures à la validité de Taïwan. Moi, je suis très pro-taïwanais, je dirais à peu près 99%. Mais quand même, on peut en débattre, mais la Chine a vraiment eu un grand cadeau. Parce que la Russie, si elle s'était alliée de l'autre côté, ce que voulait Henry Kissinger, une alliance qui a eu de Seattle, enfin, je crois que le mot c'était Vancouver à Vladivostok. S'il y avait eu ça, là c'était un problème pour la Chine. Mais là, c'est complètement disparu. Donc, c'est un grand moment de planification. Ils auront la Russie aura une dette très, très, très morale et autre, très durable. Et ça va nous changer la face de la Terre. Et là, très rapidement, c'est la bêtise stratégique des responsables américains démocrates et néoconservateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est George Kennan, le concepteur de l'endiguement, le containment. Donc, on ne peut pas le suspecter au Kremlin. Il a dit, George Kennan, à la fin de sa vie, on a les écrits, qu'on était en train de pousser les Russes dans les mains des Chinois et que c'était une erreur absolue, historique, que de repousser la Russie qui voulait cette alliance pan-occidentale, euro-russo-américaine. Poutine l'a vraiment voulu, il a plaidé pour ça et il a été ridiculisé lorsqu'il en a parlé. Et George Kennan disait c'est une folie avoir exclu les Russes, ça a renforcé les tendances totalitaires, autocratiques, anti-occidentales et radicales en Russie. Et il écrivait avant que ça se produise, parce que les grands stratèges quand même ont une vision. George Kennan, Kissinger a dit la même chose, et même Brzezinski, Harold a raison, qui avait écrit Le Grand Échiquier, l'obsession des Russes, à la fin de sa vie, lui aussi a dit attention, on a peut-être mis les Russes dans les mains des Chinois. Donc d'un point de vue de long terme, les stratèges américains, je ne sais pas vraiment quel est leur intérêt, je ne pense pas qu'ils roulent pour le long terme, ils roulent plutôt pour le court terme et les lobbies d'armement, mais ils n'ont pas prévu très loin. Donc ce n'est pas que les Russes qui ont fait une erreur, les Américains ont aidé les Chinois à être équipés par les Russes. C'est ça ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Delval, Harold Iman, pour cette disputation. Merci beaucoup. Et on va donner la parole au général Gomard pour conclure ce propos. Merci.